Pour le débat de Nana FM, je suis Émile Sanvi au micro. C'était l'émoi dans le quartier Sabado, dans la commune du Golfe 7 à Lomé, vendredi après l'effondrement d'un immeuble R+5, un drame qui a occasionné d'importants dégâts matériels, mais aussi des victimes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cet incident qui soulève de nombreuses questions sur la sécurité des constructions dans notre pays et sur les normes à respecter pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Et pour en discuter et éclairer notre lanterne, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Et avec lui, nous allons explorer les causes possibles de ce drame, mais aussi examiner les normes de sécurité en vigueur dans le secteur des bâtiments et leur application concrète sur le terrain. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bienvenue à tous dans le débat de Nana FM. Alors, Monsieur le Président, quelques heures après l'effondrement de l'immeuble, vous vous êtes rendu sur les lieux. Comment évaluez-vous les dégâts? D'abord, dans ces circonstances-là, comme on le dit souvent, il est important parce qu'on a des victimes, il y a des gens qui sont morts. Donc, c'est de pouvoir une fois de plus réitérer publiquement, officiellement, nos condoléances aux familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Ensuite, c'est de dire que nous nous sommes dépêchés immédiatement parce que cet immeuble avait déjà été signalé. Ça fait déjà un moment de cela. Et donc, que ce drame soit survenu, c'était d'aller constater par nous-mêmes. Et le constat que nous avons fait est quand même amer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui auraient pu être faites pour éviter qu'on ait ce drame-là. Au final, on parle et c'est officiel, donc 3 personnes. Déjà, une personne, c'est beaucoup. 3, c'est intolérable. Et donc, d'importants dégâts matériels. Parce que tout l'immeuble est parti. On ne peut plus rien récupérer. Et visiblement, ce que nous avons vu, ça donne des sueurs froides. Parce que nous savons que les gens ne respectent pas les normes de construction. Mais qu'on puisse aller à ce niveau, parce que quand vous voyez déjà les poteaux, il y avait 2 poteaux circulaires qui, sur la façade, étaient visibles, qu'on élève jusqu'à R+5. Et après, quand on voit ces poteaux, ce que nous avons vu sur le site, c'est-à-dire le béton s'est effrité. On regarde dans l'intérieur les armatures qui sont utilisées. On cherche même des grains de gravier difficilement à vue d'œil. Et dans ces conditions, et aujourd'hui, je crois que toute la population, au-delà, ce n'est plus une question de... Parce que les autorités n'étaient pas là. On a interdit, mais le monsieur s'est entêté. Et donc, c'est à la conscience individuelle et personnelle de voir où est-ce que j'habite, qu'est-ce que je fais, et est-ce que je suis en sécurité sous le toit que je me suis construit. Je crois que c'est la question que les uns et les autres doivent se poser. Et ça va à un autre niveau de responsabilité parce que nous avons des immeubles qui reçoivent du public et qui sont des fois des immeubles commerciaux où les gens font leurs affaires, mais ces immeubles ne sont pas sécurisés. Nous en connaissons et aujourd'hui, il faut tirer vraiment la sonnette d'alarme et passer à une autre étape où il faudra certainement donc interdire l'accès à certains immeubles, en démolir. Parce qu'il faut arriver là pour que la population quand même soit en sécurité. L'immeuble effondré, quelle peut être sa superficie? Selon les informations que nous avons visiblement, quand nous avons lu, l'immeuble est construit à peu près sur un demi-lot, comme on dit ici, à peu près 300 mètres carrés, et que nous avons de construction. Ce qu'il faut dire, l'exploitation même de l'immeuble, on ne va pas, c'est déjà arrivé, on va dire ça ainsi. L'exploitation de l'immeuble, on aurait pu mieux faire si on avait fait appel aux spécialistes de la chose. Il y a des architectes qui font parfaitement leur travail dans ce pays, et au-delà, quand on va au-delà, il y a des ingénieurs parce qu'ils vont intervenir, et après que l'architecte ait projeté donc l'ouvrage ou l'immeuble, ils vont intervenir dans la structure, vérifier si la structure, ce qu'on veut construire, ça peut tenir sur ce type de sol-là. Après, il y a des études, en fait, avant de passer donc à l'exécution, une fois qu'on a vu au niveau calcul de structure que ça peut tenir, c'est de vérifier si le sol qu'on a
peut supporter l'ouvrage. Il y a d'autres étapes qu'il faut franchir. Mais je crois visiblement rien de tout cela n'a été fait. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux, des normes de sécurité des bâtiments au Togo? La vérité, c'est que le Togo, je ne vais pas dire que le Togo est en avant-garde, mais depuis une dizaine d'années, le Togo a mis en place, à la faveur des réformes, et particulièrement celui qui concerne le permis de construire, le Togo a un arsenal réglementaire qui est louable. Et quand vous savez, je pense que ça a été rappelé par certains de vos confrères, que le premier acte, on va dire, réglementaire concernant donc les actes d'urbanisme, le permis de construire, date de 1967. Et donc, il y a eu des réformes récemment où tous ceux qui ont un projet de construction doivent pouvoir donc demander un permis de construire. Le processus est simplifié et il y a eu des précisions, c'est-à-dire qu'au-delà donc du décret de 2016, et il y a eu des précisions avec des arrêtés, une panoplie d'arrêtés. Donc, c'est dire que l'arsenal réglementaire existe. Il s'agit maintenant pour les gens de respecter ce qui existe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une surveillance par rapport à la conformité aux normes? Oui, il y a une surveillance, d'autant plus que... S'il y a une surveillance, comment s'est-il fait que finalement le maître d'ouvrage a pu poursuivre les activités malgré l'interpellation de la mairie de la localité? Oui, c'est là où nous disons qu'en fait, il y a un cap qui aurait pu être franchi par les autorités. Bon, malheureusement, ce cap n'a pas été franchi. Actuellement, nous ne savons pas encore pourquoi. Je pense que nous allons avancer plus dans l'information pour comprendre pourquoi est-ce que ce cap n'a pas été franchi. Ce qui est certain, déjà pour cet immeuble, le monsieur n'a pas demandé de permis de construire. Il a fait son projet et la mairie a joué son rôle en allant donc en vérifiant et en interpellant, en interdisant même l'accès. Mais le monsieur s'est entêté, comme disait l'une des autorités de la mairie, le monsieur s'est entêté et donc a continué et le drame est survenu. Réglementairement, lorsque vous avez fait votre demande de permis de construire, cette demande-là est étudiée et vous avez donc votre permis de construire. La prochaine étape, c'est qu'il y a une commission qui s'occupe donc de l'inspection, de la vérification de la conformité de ce que vous réalisez par rapport au permis qui vous a été construit. Et à la fin, avant d'exploiter l'immeuble, l'ouvrage, avant de l'utiliser, vous devez avoir un certificat de conformité. Donc, ce dispositif-là existe et je peux vous dire que l'Ordre national des ingénieurs du Togo est partie prenante de la commission qui existe et on a fait un travail excellent durant les dernières années. Aujourd'hui, avec la décentralisation, je pense qu'il y a une partie qui est dévolue, une bonne partie, pour ne pas dire l'entièreté, qui est dévolue aux mairies. Mais ces mairies n'ont pas encore, je vais dire, toute la capacité, du moins, pour pouvoir faire efficacement ce travail donc, de vérification de conformité. Alors, le permis de construire, est-ce qu'il est obligatoire? Il est obligatoire, du moment que c'est dans la loi, il est obligatoire. Il est obligatoire pour toute construction. Après, suivant donc la catégorisation des risques, il y a des exemptions sur, vous voulez mettre un pylône, vous avez déjà une maison, à l'intérieur, vous voulez donc faire des améliorations, ainsi de suite, vous n'avez plus besoin de permis. Mais à la base, pour tout projet de construction, vous devez avoir un permis de construire. Mais comment est-ce que l'Ordre national des ingénieurs du Togo s'assure-t-il que ces normes sont respectées? Il faut dire une chose, l'Ordre national, c'est une institution de l'État et avec certaines prérogatives. Et la prérogative principale pour ce qui concerne la réglementation revient à l'État. Maintenant, l'État se fait accompagner par des institutions comme la nôtre. Ce que nous faisons, comme je le disais tantôt, c'est que nous sommes partie prenante de la commission d'inspection des travaux de construction et de manière très active parce que et pendant plusieurs années, jusqu'à maintenant, dans cette commission, on a fonctionné de manière bénévole. Les ingénieurs, pratiquement chaque semaine, lorsque c'était programmé, allaient faire les insertions sans être pris en charge. C'est une commission qui est constituée avec, au-delà de nous, il y a l'ONAT, il y a la DST, il y a les services de la mairie, il y a le corps des sapeurs-pompiers également. On s'est dit, à ce niveau déjà, on a relevé des insuffisances sur lesquelles on a commencé à travailler. Des choses ont été prises en compte. Mais la réalité, elle est quand même poignante pour ce qui est de notre pays. On a un cas où on interpelle quelqu'un
et qui n'a pas le permis, mais qui s'entête, qui continue. On fait quoi dans ces conditions-là? Et c'est là où nous disons qu'il faut passer un autre cap, aller sur le cap des sanctions. C'est de la même manière que quand quelqu'un viole un feu tricolore, on l'arrête, on le sanctionne, parce qu'il va mettre la vie et il va mettre en danger la vie d'autres personnes. Je pense qu'aujourd'hui, au Togo, il faudrait qu'on aille au cap où on sanctionne ceux qui n'ont pas le permis de construire et ceux qui ne respectent pas les règles de construction et qui sont récalcitrants. L'État doit passer à un autre cas parce qu'on devrait pouvoir sauver d'autres vies en sanctionnant ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Mais est-ce qu'au niveau de l'État, il y a une commission, du moins qui est en place pour des inspections régulières des chantiers? Comme je le disais tantôt, la commission d'inspection des travaux de construction existe, elle est mise en place réglementairement par arrêté. Mais est-ce que cette commission se rend régulièrement sur le terrain? C'est là où se pose la question. L'œuvre est immense. Et comme je le disais tantôt, il y a une décentralisation aujourd'hui où les communes et donc ont des prérogatives pour ce qui concerne donc la vérification. Donc, déjà l'étude des dossiers de demande de permis de construire pour ce qui est de son territoire. Ensuite, les vérifications qui doivent suivre. Mais les communes ne sont pas encore assez équipées pour le faire de manière efficace. Il faut se dire que nous sortons de réforme, nous sommes encore en réforme, on va le dire, parce que les tests sont là, il faut appliquer. Et donc, avec cette décentralisation, quand on voit l'équipement des mairies, les directions techniques des mairies, par exemple, nous avons regardé un certain nombre de choses. Il y a beaucoup, et nous pensons beaucoup trop, qui n'ont pas d'ingénieurs de niveau requis pour faire ce genre de travail. Et donc ça, c'est une problématique sur laquelle nous pensons qu'il faut travailler. Après, vous avez des bâtiments ou des immeubles qui existaient avant qu'on ait fait les réformes. Donc, il faut régulariser les permis de construire, il faut aller vérifier la stabilité de ce qui est déjà construit, ainsi de suite. C'est un gros travail aussi à faire. Et au-delà, ça continue. Chaque jour, les gens sont en train de faire de nouveaux projets. Des fois, les gens sont pressés par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et donc, on ne prend pas le soin d'avoir le permis ou d'avoir le permis à temps avant de commencer. Donc, voilà la situation. Mais nous avons un drame aujourd'hui. Ça, c'est le constat. Et face à ce drame, il faudrait que tous les acteurs puissent se mettre autour d'une table et dire, voilà, comment est-ce que nous allons commencer à travailler de manière ferme, rigoureuse, pour éviter que de telles choses ne se reproduisent. Je vais vous dire une chose. Je pense que vous êtes au courant également. Pratiquement chaque semaine, on nous partageait des images, des fondements d'immeubles dans un pays voisin ou dans un autre, et ainsi de suite. On était spectateurs, on contemplait. Mais là, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça pour ne pas les citer, en fait. Parce que nous en recevons plus. Bon, ce que vous partagez, ce n'est qu'une infime partie chaque semaine. Et pratiquement au Ghana voisin, il y a des effondrements d'immeubles. Ça ne nous arrivait pas, on s'est dit, bon, Dieu aime le Togo. Là, on a été frappé. Il faudrait que très rapidement, on prenne les dispositions pour ne plus être en deuil de cette manière-là, parce que ce sont des choses qui sont évitables. Alors, d'une façon générale, quelles peuvent être les causes principales de l'effondrement des bâtiments? Vous savez, pour faire un projet de construction, il y a un processus qu'il faut suivre. D'abord, j'imagine que je veux avoir un bâtiment, je ne sais pas trop. Juste, on va dire un bâtiment simple et rez-de-chaussée. Donc, il faut un terrain pour l'accueillir parce qu'on ne va pas le bâtir en l'air. Bon, même si on veut le bâtir en l'air, ça va être encore plus compliqué les études qu'il faut faire. Et donc, il y a la première étape, c'est qu'un architecte doit faire un travail pour projeter donc le bâtiment ou l'immeuble. Après, vous avez tout ce qui est vérification au niveau cadastral pour s'assurer. Donc là, vous faites appel au géomètre pour s'assurer que là où vous voulez l'inscrire ou le terrain sur lequel vous voulez l'implanter, votre ouvrage, il s'inscrit donc dans le plan cadastral, on va dire, national général. Vous avez les urbanistes qui vont intervenir. Voilà, c'est où, quels sont par rapport à la réglementation, qu'est-ce qui est fait. Quand vous finissez ces étapes-là, ça peut être fait dans un délai quand même assez compressé concomitamment. Il faut qu'un ingénieur, parce que c'est là que ça commence, il faut qu'un ingénieur regarde la structure du bâtiment. Est-ce que ce que vous allez faire et quelles vont être les charges que le sol va supporter, ainsi de suite. Il y a des calculs à faire à ce niveau, en tenant compte de ce qu'on appelle une étude de sol. Parce que c'est là la base. Et donc le sol aussi est un élément à prendre en compte. Le sol est un élément prépondérant.
Les sols se suivent mais ne se ressemblent pas. Dans la zone du sinistre, par exemple, quand nous avons constaté visuellement, hein, il y a deux types de sols, du moins, on n'a pas fait une étude poussée directement, mais il y a deux types de sols. Et un qui, lorsqu'on le voit visiblement, a une portance, une résistance qui peut être intéressante pour ce type d'immeuble. Mais juste à côté, vous avez une autre qui est mauvaise. Et donc, pour le cas spécifique de Sagbado, il y a eu un problème avec le sol? Oui, nous pensons qu'il y a eu un problème avec le sol. Mais il faut nuancer. Il y a un problème avec c'est la charge qu'on a mise sur le sol. Et donc, il y a une étude, comme je dis, quand l'étude de sol est faite, ça permet de faire les fondations en conséquence. Parce que le sol, comme on dit, il a sa portance, il a sa résistance en fonction de ce qu'on veut mettre comme charge sur ce sol-là. Donc, il faut dimensionner les éléments pour que ça puisse se faire. Et nous voyons que visiblement là-bas, ce n'est pas ce qui a été fait, cela n'a pas été fait. Donc, pour dire d'une manière générale, on ne part pas dans un projet de construction sans avoir pris un certain nombre de dispositions. Donc, cela est très important et que les populations puissent l'intégrer et faire appel aux spécialistes. Je vais faire une parenthèse. Les gens confient, transforment les maçons, ce sont des artisans. Certains sont très bien qualifiés, expérimentés, mais ça ne dispense pas de celui qui a fait des études scientifiques pour expliquer quoi de comment. Ça, c'est très important. Les gens confient leur projet à des maçons, on a déjà fait. Il y a deux choses qu'ils font. Ils perdent beaucoup d'argent. Parce que quand c'est bien fait, ces dimensions, il y a des choses qu'on aurait et qu'on éviterait. La deuxième chose, c'est que c'est le risque, ce qu'on a vu, de perdre tout cet investissement-là parce qu'on s'est reposé sur des données qui ne sont pas scientifiques et qui ne sont pas fiables. Donc, je crois que les populations, ceux qui nous écoutent, et aujourd'hui, il faudrait qu'on prenne conscience et qu'on fasse très, très, très attention à ce qu'on fait avec son propre argent pour ne pas le perdre et pour ne pas mettre d'autres vies en danger. Alors, je pense que le débat également tourne autour des matériaux utilisés. Vous qui êtes expert du domaine. C'est un autre gros débat. Je pense qu'on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. C'est un autre débat très, très, très crucial aujourd'hui. Parce que, comme je le disais tantôt, on dimensionne. L'ingénieur va faire son travail et vous dire il faut utiliser des barres de telle section, ainsi de suite. Il faut utiliser tels éléments. Maintenant, quand vous allez sur le marché, qu'est-ce que vous trouvez sur le marché? Si vous allez trouver, aujourd'hui on parle des barres de 6, mais ce que vous allez trouver, l'ingénieur dimensionne avec du 6, des barres du 6. Je prends un exemple juste à certains niveaux, ainsi de suite. Mais vous allez sur le marché, quand on vous donne, on vous dit ça c'est du 6. Quand vous prenez le diamètre, vous vous retrouvez avec du 4. À un moment c'était 4,5, aujourd'hui c'est plus, mais on est autour du 4. Donc quand vous utilisez ça, sans que l'ingénieur n'ait repris les calculs en fonction de ce qui existe sur le marché, vous prenez un risque. Et donc, au niveau des matériaux, il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que le moment viendra où on pourra regarder et avec les parties concernées, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les drames qu'on a connus à Sagbado. Alors, nos auditeurs ont également droit à la parole pour animer ce débat avec nous via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Et si vous nous rejoignez à l'instant, nous revenons sur les normes de sécurité requises dans les travaux de construction de bâtiments au Togo avec en toile de fond l'effondrement d'un immeuble vendredi à Sagbado. On se retrouve juste après cette pause. L'École supérieure d'audit et de management ESAM. Sécurité des bâtiments, quelles normes pour éviter le pire, comme le cas de l'effondrement d'un immeuble à Sagbado à Lomé vendredi. C'est le thème du débat de ce jour. Et maintenant, votre avis nous intéresse, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour y participer. Le premier auditeur en ligne, on le prend, Nana FM Allo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pélé, bienvenue dans le débat. Je salue notre invité. C'est l'ingénieur du bâtiment ou bien? Le vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Ah, ok. Je pense que si on parle des hameaux au Togo, on doit comprendre que ces gens-là, on en aura beaucoup au Togo. On en aura beaucoup. Mais le problème, le voilà encore une fois. Est-ce que ces gens-là sont là? Ils sont au Togo. Est-ce qu'ils sont au Togo? Le Togo de ces 46 100 km²,
on ne voit que les bâtiments ou bien la construction, c'est rien qu'à Lomé. Il n'y a aucune construction à aller voir à Tchébé jusqu'à l'intérieur, mais à Paris. Mais à Lomé seulement, cette petite deux quartiers d'Abidjan, on n'arrive même pas à sécuriser Lomé. C'est-à-dire, tout ça là, c'est en conclusion, c'est pourquoi l'État togolais ne contrôle pas la population togolaise. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité au Togo avec le régime RPT. Nous ne sommes pas en sécurité. Oui, Monsieur Pélé, quand vous avez un projet de construction, c'est vous qui faites la démarche vers les spécialistes. Mais l'autorité est où? Vous n'avez pas besoin d'autorité pour savoir que vous avez besoin d'une bâtisse ou d'un bâtiment qui... Lorsque vous avez mis un enfant au monde, automatiquement l'enfant devient aux autorités. Et cela, il va tout d'abord de votre sécurité, votre propre sécurité, Monsieur Pélé. Pour arriver à ce long bâtiment-là, il faut d'abord acheter le terrain et faire le papier sur le terrain. On fait le papier où? C'est ça le problème. On fait le papier où? Maintenant, on a appris qu'il y a la mer qui est arrivée pour des arrestations aussi, ils ont dit non, etc. Tout ça là. C'est pour dire que le Togo n'est pas en sécurité. Voilà encore, nos autorités même sont partis jeter des outils pourris pour la population. D'accord. Pour qu'elle mange. Alors merci, Monsieur Pélé, on vous a largement compris. Merci d'être intervenu dans ce débat. Nous avons le prochain auditeur, on en a FM. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Ah, C'est Basile. oui, comprends. Bienvenue. Non, moi, j'ai dit ça il y a une personne. Notre problème ici, c'est quoi? On ne s'occupe pas du peuple togolais. C'est tout ce que nous avons dit. Qu'est-ce que vous voulez? Dans le cas de Ségbé, dans le cas de l'immeuble qui s'est effondré à Ségbé, le maître d'ouvrage a été interpellé. Monsieur Basile, Oui. le maître d'ouvrage a été interpellé dans le cadre de cet immeuble effondré. Ouais, Et pourtant, il a continué les travaux. Ne continuez pas les travaux. Mais on a quand même continué. Même juste après la finition, le monsieur est revenu de l'étranger avec ses amis, ses enfants, sa femme, tout ça là. Et tout ça là, tout comme un château de cartes. Et comment voilà. À qui la faute finalement, Basile? À qui la faute? Oui. À qui la faute? Mais la faute, c'est le gouvernement qui ne veut pas s'occuper de nous. Il faut s'occuper de nous, c'est ce que je vous dis. Il faut s'occuper de nous. Pourquoi cette constitution que tout, même les gens qui ne connaissent rien, ont vu que ce n'est pas une constitution? Pourquoi ça va continuer? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fallait faire, Basile? Basile, qu'est-ce qu'il fallait faire? Malgré l'interpellation, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout là-bas. Il revient de l'Europe. On a dit que sa constitution là, on a interdit. Ce n'est pas dans les normes. D'accord. C'est pas on va faire. Merci Basile, on vous a bien compris. Bonne journée à vous. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Max. Max qui a la voix un peu enrouée, qui est un peu enrhumé ce matin. Bienvenue dans le débat. Bonjour aussi à monsieur l'ingénieur votre invité. Mon grand regret est que ce matin, ce n'est pas le ministre chargé de Paris, ce que j'entends, mais le chef. C'est le vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Voilà, oui. Et il est seul encore sans le sapeur-pompier. Pour moi, il devait être accompagné par le sapeur-pompier. Je veux parler du pays de Kassoui. D'après ce que moi j'ai appris, il paraît que le lieu il est un ancien cimetière traditionnel. Est-ce que c'est vrai? Si c'est le cas, que fait la commune qui refuse certains terrains instables? Parce que moi j'appelle un ancien cimetière un terrain instable et qu'il y a des trous un peu partout.
Et deuxièmement, ce que j'ai appris, c'est que le propriétaire voulait renforcer la base du bâtiment et les ouvriers ont commencé par creuser à côté des fondations, ce qui a provoqué un glissement du terrain après la grande pluie. Est-ce possible, avec un niveau plus simple, de renforcer en commençant par la base? Si oui, comment faire? Et d'autre part, pour moi, les qualités sont arrivées un peu trop tôt. Parce que pour découvrir les travaux, les territoires ne sont pas, il ne faut pas trop dans la délicatesse. On aurait pu solliciter beaucoup les personnes avant que ça n'arrive. Et pour terminer, je m'adresse à votre invité personnellement. Oui. Le coût des prestations et de leurs prestations ne peut-elle pas être vulgarisé pour que les entrepreneurs se rassurent et n'aient pas peur de les consulter. D'accord. Merci, bonne journée. Bonne journée, Max. Merci de votre intervention. Avons-nous un autre auditeur? Voilà, Max sera donc le dernier pour l'instant. Et Monsieur le Président, nous allons commencer par répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Max, d'abord, voulait savoir si c'est possible de vulgariser le coût de vos prestations. Oui, Émile, je pense que nous sommes au même diapason aujourd'hui parce que nous avons compris qu'il y a une certaine peur. Les gens redoutent, on dit les ingénieurs, c'est des idées reçues, c'est des a priori. Et donc nous allons le faire. Pour répondre à la question, nous allons le faire dans les prochaines semaines. Et il y a déjà et on le fait déjà depuis, comme je disais par exemple dans la commission, on a travaillé de manière bénévole jusqu'à maintenant. Et il y a ceux qui viennent vers nous et au-delà, ceux qui sont proches, malheureusement, c'est comme ça que ça peut se passer aussi. On donne des conseils, on ne prend rien. On va visiter des projets et on fait des recommandations, on garde l'œil là-dessus et sans rien prendre. Maintenant, au-delà, à partir de certaines prestations, ça demande plus de temps. Ça demande des fois d'utiliser du matériel pour vérifier un certain nombre de choses. Et ça engage aussi des responsabilités. Et donc, à partir de là, il faudrait que les gens souffrent un peu, qu'on puisse mettre une petite facture. Mais comme il a demandé, on va vulgariser les coûts des prestations. Et ce sera par quel canal ça va se faire? Vous, peut-être que vous aurez l'exclusivité déjà. Et donc, vous aurez l'exclusivité déjà. Nous allons porter l'information. Oui, on le fera par les médias, ainsi de suite, pour que les gens puissent être informés et puissent avoir accès à ces services. Voilà. Alors, un bâtiment qui est déjà élevé jusqu'à R+5, est-ce possible de le renforcer par la base? C'est une question délicate. Comment il a été élevé jusqu'au R+5? C'est la question. C'est-à-dire que si on a commencé avec le spécialiste, il ne faut pas venir demander aux gens de résoudre des problèmes qui sont déjà créés avec des risques de chute. La preuve, c'est que quand on était sur le... Vous êtes des ingénieurs, oui, mais il faut pas lui demander l'impossible quand on est déjà... Parce que quand tu es déjà au milieu de la rivière, tu es en train de te noyer, c'est à ce moment que tu appelles. Bon, en fait, pour dire quoi, et il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne le sont pas lorsqu'on n'a pas pris les bonnes mesures au départ, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, et comme le dit, la mairie a fait un travail. Ils sont allés avec le corps des sapeurs-pompiers, il y a une visite qui a été faite, et il y a des recommandations qui ont été faites. Déjà d'évacuer tous les occupants de l'immeuble, et ça date de mai 2023, d'évacuer tous les occupants de l'immeuble, et d'installer un périmètre de sécurité en attendant le rapport final même de la commission qui s'était déplacée. Donc cela a été fait à ce niveau-là. Mais derrière, quelles sont les actions qui ont suivi? On n'en sait pas plus, on va essayer de se renseigner. Lorsque le monsieur a voulu mettre en œuvre des recommandations, comme les gens le disent, il aurait dû faire appel à des spécialistes, pas le faire comme on l'a entendu aussi, nuitamment. Et après, il y a un ensemble d'éléments qui ont convergé, on va dire peut-être de l'ignorance des fois, et qui ont convergé pour qu'on arrive à ce drame-là. On doit en tirer les enseignements, ça c'est sûr, pour éviter que ça ne se répète. C'est plutôt dans cette dynamique que nous sommes au niveau de l'Ordre national des ingénieurs du Togo.
Et il semble que l'endroit où le bâtiment a été construit était un ancien cimetière traditionnel. Est-ce que vous confirmez? Nous n'en savons pas plus. Nous avons entendu sur les réseaux sociaux, donc on a lu par-ci par-là que cela serait un ancien cimetière. Ça, nous n'en savons pas plus, nous pouvons rien dire. Alors, est-ce que tous les bâtiments en construction sont soumis aux mêmes règles de sécurité? Que ce soit un bâtiment simple, une chambre-salon, deux chambres-salon, un bâtiment qui s'arrête au rez-de-chaussée et puis R+. Est-ce que c'est les mêmes normes de... Non, c'est-à-dire que la norme, elle va définir, dans le cas d'espèces par exemple, il y a une catégorisation des risques, comme on le dit. Il y a des risques qui sont faibles, ça va être la catégorie A, et c'est écrit également, c'est décrit dans la loi. Ça va être la catégorie A, quand c'est moyen, ça va être la catégorie B, et quand on a des risques élevés, ça va être la catégorie C. Donc, en fonction des catégories, il y a un permis de construire qui est délivré avec certains éléments qui sont forcément obligés. Quand vous allez aller à R+5, peut-être chambre, salon, simple, il y a peut-être des études qu'on ne va pas vous demander. Et si le projet s'arrête à chambre-salon, parce que la problématique aussi, c'est que le gars dit, commence chambre-salon, après tu vas là-bas, tant il a gagné de l'argent, il se retrouve à R+3 ou R+4. Et en ignorant même que le voisin qui l'avait fait, il va commencer à creuser même sous le mur du voisin, les choses vont tomber. Donc, ce sont des choses qu'il faut que la population, dans la réalisation de ces projets, puisse tenir compte. Quand vous allez à R+1, il y a des études qu'on va vous demander parce que R+1, vous allez déjà en hauteur. Il y a les immeubles qui vont en hauteur. Maintenant, après, il y a des immeubles qui reçoivent du public. Vous vous situez par exemple au Grand Marché, vous faites un R+2 ou même un R+1 où du public va circuler. Il faudrait qu'on puisse faire les calculs en tenant compte de la charge que ce bâtiment-là va recevoir à un moment donné, peut-être de la journée, à un pic de fréquentation, ainsi de suite. Donc, c'est différents éléments qu'il faut prendre en compte pour que l'ingénieur calcule la structure du bâtiment et vous dise quelle fondation, jusqu'à quelle profondeur il faut aller, quelle largeur, de quelle dimension doivent avoir les semelles, ainsi de suite, quelles sont les armatures qu'il faut utiliser dedans. Il y a un ensemble de choses. Le béton, même, on va faire une étude de formulation du béton pour savoir, en fonction du sable qu'on a dans cette zone ou celui que vous allez prendre pour amener, le gravier que vous avez, qu'est-ce qu'il faut faire en termes, quel mélange il faut faire et quels sont les dosages qu'il faut faire. Donc voilà un ensemble de choses qui ne sont pas à ignorer lorsqu'on veut réaliser un projet de construction. Alors et si, par exemple, au départ, ce n'était pas prévu d'élever le bâtiment, on avait peut-être commencé par une simple construction, et qu'après on ambitionne de mettre R+1, R+2, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Même si la fondation n'était pas prévue à cet effet. Même si la fondation n'était pas prévue à cet effet, c'est possible. Il faut regarder, c'est-à-dire que c'est les contours. Je prends un exemple. Vous avez fait et puis R+1. Après, vous voulez passer en R+3. Vous aviez déjà fait une fondation. Le spécialiste, la première chose qu'il va faire, c'est de sonder comment les fondations de voir qu'est-ce qui a été prévu. Pour R+1, il y a toujours une marge de sécurité. Quand vous prenez un spécialiste, il va prévoir une marge de sécurité. Connaissant les pratiques que nous avons au Togo, les ingénieurs, je vous le garantis, dans leur travail, on dit, bon, on se connaît ici. Le gars là va avoir de l'argent, après, bon, donc il va prévoir la marge de sécurité en fonction. Maintenant, quand tout est fait et que là où vous voulez aller, ça dépasse ce qui a été fait, on regardera toujours est-ce qu'on a de l'espace autour, les spécialistes feront leur travail et donc votre projet sera réalisé. Mais il y a une chose, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect architectural, c'est pour ça que je pense que c'est un tandem et c'est une synergie lorsque nous parlons des questions de construction partout et au Togo aussi. L'architecte a à faire son travail, l'urbaniste a à faire son travail, le géomètre a à faire son travail, l'ingénieur a à faire son travail. Et quand nous parlons d'ingénieur, il n'y a pas que l'ingénieur génie civil. Parce que vous allez voir la structure, au niveau du gros œuvre, tout ce qui va être béton, tout ce qui va être maçonnerie. Mais après, vous avez de l'électricité. Après, vous avez de la plomberie. Donc, il faudrait que chacun des spécialistes puisse dire son mot, faire son travail pour que votre projet puisse être réalisé de manière sûre, de manière stable, et que vous ne perdiez pas votre investissement ou qu'on ait des drames comme celui qu'on a vu à Sabado. Alors vous, en tant qu'expert, est-ce qu'il y a des zones aujourd'hui, des zones à risque identifiées qui nécessitent une vigilance accrue lorsqu'on veut réaliser un projet de construction?
Déjà, il faut se dire que toutes les zones ne sont pas constructibles. L'État a fait son travail. Il y a des zones dans lesquelles il ne faut pas acheter des terrains. Il faut pas... Mais les gens sont... Comment on le sait? Comment on le peut le savoir? Il faut se rapprocher du ministère de l'Urbanisme. C'est le plus simple. Comme je disais tout à l'heure, lorsque vous avez votre projet, l'architecte a fait son travail, vous vous assurez que là où votre terrain se trouve, il est dans une zone constructive. Les autorités, tout est prévu. Il y a un plan cadastral qui existe. Maintenant, quand vous quittez ces étapes-là, il y a des questions que vous devez vous poser. Et en fonction de votre objectif, quels sont les spécialistes dont vous avez force? Il faut se renseigner. Et j'ai entendu par rapport à certains auditeurs que dans ce pays, il existe des lois et nul n'est censé les ignorer. Ça va être une première chose. Une deuxième chose qu'il faut comprendre, l'État ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen pour qu'il ne viole pas, par exemple, le feu tricolore. Ce n'est pas à tous les feux tricolores que nous avons des policiers. Donc, notre conscience, notre responsabilité de citoyen doit également intervenir pour qu'on évite de mettre la vie d'autres personnes. Ce qui m'importe, c'est la vie d'autres personnes qu'on met en danger par ses propres choix. Donc, pour résumer, en fait, toutes les zones ne sont pas constructives. Il faut s'assurer qu'on est dans une zone constructive. Il faut s'assurer que le sol sur lequel on veut implanter donc son projet, son ouvrage, est un sol qui a la solidité, la stabilité nécessaire pour recevoir donc l'ouvrage. Alors, on dit la répétition est pédagogique. Donc, en résumé, quels sont les facteurs à prendre en compte dans la construction des immeubles d'une certaine hauteur? Il faut regarder le sol. Il faut faire appel aux spécialistes de chaque corps d'État pour que le projet soit réalisé de manière sûre. Maintenant, aucune construction ne doit se faire sans permis de construire. Le cadre est défini. Et les constructions ou les ouvrages éventuellement qui sont exemptés, cela se trouve également dans la loi. Je parle du décret numéro 2016-043/PR du 1er avril 2016 qui porte réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme. Émile, je t'en fais cadeau parce que le ministère de l'Urbanisme a fait une divulgation de ce document et qu'on connaisse la loi, qu'on comprenne. Il n'y a rien de contraignant. Je pense qu'il n'existe aucun gouvernement qui veut, aucun gouvernement qui veut tuer son peuple. Ça n'existe pas. Les choses ont été faites, même en termes de coûts, comme je le disais, les choses ont été faites en tenant compte de notre niveau de vie et c'est à la portée de la population. La seule simple chose, c'est d'aller vers les spécialistes. Comme je dis, aujourd'hui, pour faire la demande de permis de construire, c'est par un architecte. Si vous voulez construire 2 chambres salon, vous allez voir un architecte. Il ne va pas vous, je ne sais pas qu'il ne va pas vous facturer. C'est quand même des humains aussi et ce sont des Togolais. Bon, si quelqu'un est exagéré, je crois qu'il y a des institutions. Venez vers nous, on va aller négocier. Nous sommes au pays, nous sommes entre nous. Ça peut se négocier pour que les gens réalisent leur projet et puissent en jouir sans mettre leur vie en danger, sans mettre la vie et les biens d'autres personnes en danger. Vous les avez écoutés lors de leur intervention, les auditeurs. La plupart ont pointé du doigt la responsabilité du gouvernement, peut-être parce qu'il n'y a pas de sanctions. Oui, je crois, comme je le disais, la posture que nous avons aujourd'hui, je vais vous expliquer, Émile, il faut passer à un autre cap et sanctionner les gens. Ceux qui sont récidivistes, ceux qui font leur projet en ignorant. C'est comme je le dis, prenons l'exemple, le feu tricolore, quand c'est rouge, on s'arrête, les gens violent. On les arrête, on verbalise, on sanctionne, la personne va répéter. Mais dans les constructions aujourd'hui, et ce qu'on a, c'est-à-dire que le monsieur serait parti seul, bon, ok, on va dire, on ne sait pas dans son entêtement, mais il y a 2 personnes qui sont parties avec lui. Elles n'ont pas demandé à partir parce que quelqu'un s'est entêté dans la réalisation de son projet. Donc, je voudrais dire qu'il faut, le gouvernement, l'État, il faut passer à un autre cap où on sanctionne. Aujourd'hui, il y a des immeubles qui sont à risque dans le pays. Là où le drame est survenu, sur la ligne seulement, quand nous avons parcouru, il y a des immeubles à risque sur cette voie. Il faudrait que les mesures soient prises de manière diligente pour éviter que d'autres drames ne surviennent. Le gouvernement, dans son communiqué, a parlé dans cette saison de pluie, ainsi de suite, on va avoir des risques, il y a des glissements et tout ça. Oui. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Parce qu'il y a des immeubles, peut-être que certains se sont infondés, personne ne nous a dit, parce qu'on a tué personne, peut-être que c'est des câbles qui étaient dessous, donc il n'y a pas encore de perte de vies humaines. Mais est-ce qu'on va continuer ainsi? Qu'est-ce que ce sera jusqu'à la fin de cette année, l'année prochaine et tout ça? Au niveau de l'ordre, nous avons une dynamique et ça va commencer à s'appliquer maintenant parce qu'il y a des signalements d'immeubles et nous allons les identifier, signaler à qui de droit
Avant de commencer à sévir, il faut peut-être faire de la pédagogie. Quel est le travail de sensibilisation que vous faites au niveau de l'ordre à l'endroit du grand public et des promoteurs immobiliers? Je vais dire avant même que l'histoire de l'ordre, c'est que l'ordre a été, il y a eu une accélération du processus pour mettre en place l'ordre parce qu'il y avait un immeuble en 2018 qui s'effondrait au Grand Marché. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc la dynamique de l'ordre est partie de là vraiment sérieusement et ma foi, en 2 ans, le gouvernement a pris la mesure des choses sérieusement. Il y a eu donc l'adoption du projet de loi. Ensuite, c'est passé à l'Assemblée nationale et en avril 2020, il y a eu la loi qui réglemente l'exercice de la profession d'ingénieur. Avant ça et après ça, nous faisons, je pense que j'ai été déjà reçu sur cette chaîne, sur ces questions, sur d'autres médias également. Nous donnons des conseils chaque jour que Dieu fait et des gens viennent vers nous. Il y a un travail qui est fait déjà, mais nous pensons que les gens s'entêtent, les gens ignorent ce qui est la loi et mettent la vie d'autres personnes en danger. Il faut sortir de cette étape-là et passer à l'étape de la sanction pour ceux qui sont récalcitrants. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Marius Bagny. Vous êtes le président de l'ordre, le vice-président de l'ordre national des ingénieurs du Togo. Et je rappelle qu'il était question aujourd'hui des normes de sécurité requises pour les travaux de construction pour éviter les effondrements, comme c'était le cas d'un immeuble R+5 vendredi à Sagbado. Point final au débat de Nana FM. Merci de l'avoir suivi. Merci à Georgette Clousset pour la mise en onde. Moi, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio. Merci.